Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième webinaire Infusion du programme Focus. Aujourd'hui, on a avec nous trois personnes vraiment merveilleuses qui ont accepté de participer dans cette présentation et donner la présentation surtout ce matin de chez eux, ce qui est assez merveilleux. Donc, je vais pas tarder, je vais juste vous donner quelques consignes. De un, cette présentation sera en français. Deux, cette présentation ne touchera pas forcément au sujet du COVID. Si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez les poser, mais ce n'est pas la thématique du tout. Et trois, si vous avez des questions, je vous encourage très, très, très fortement à les poser dans la section chat ou dans la section Q&A. Ça fait toujours des discussions beaucoup plus intéressantes. Et surtout, José, à un moment, va vous interpeller. Donc, elle va vous faire participer. Donc, n'hésitez pas à participer pour rendre ça beaucoup plus convivial en ce matin. Donc, sans trop tarder, je vais laisser la parole à José, Brigitte et Gilles Labranche pour se présenter puis commencer leur présentation. Bonjour tout le monde. Bonjour. Gilles, veux-tu commencer? Oui, rapidement. Donc, Gilles Labranche, je suis directeur d'investissement pour le Fonds d'investissement de la culture et des communications, un fonds spécialisé en financement dans les industries culturelles et de divertissement. Parfait. José ou Brigitte? Ah, elles sont figées. On va figer toutes les deux. Ouais, Ah. voilà. Brigitte, veux-tu te présenter? Allô, Brigitte? Moi, j'entends très, très, très mal. C'est extrêmement entrecoupé. J'ai de la difficulté énormément à suivre le flow. Je ne sais pas si je suis la seule, là. Si José et Gilles, vous êtes en mesure de suivre le flow de la conversation, mais moi, je n'ai pas cette capacité-là actuellement. OK. Moi, ça va bien. Moi, de mon côté aussi. C'est la même chose pour moi. J'entends pas du tout. Je vous On demande. semble bien m'entendre, moi. Je n'entends juste pas les autres personnes. C'est extrêmement entrecoupé. Ouais. C'est peut-être le réseau ici. Ouais. On t'entend. Je ne sais pas, non, si il y a moyen de l'améliorer ou on peut peut-être démarrer. Je vais débuter là, avec la présentation et puis céder la parole à José, là, mais en espérant que José puisse, de son côté, bien entendre. Vous pouvez aussi vous rejoindre avec le numéro de téléphone si l'Internet ne marche pas. Moi, j'entends pas. Je vais vous appeler. On va poser un peu le broadcast. Vous voulez que je partage l'écran? S'il vous plaît. Parfait. José, c'est toi qui prends contrôle? Oui. Donc, en fait, pour débuter, je vais me présenter. Donc, Brigitte Leblanc, je suis en charge de l'équipe Industrie créative à la Banque nationale. Une équipe fantastique et dévouée, établie à travers le Canada. Donc, avec notre plus grande équipe installée à Montréal. On est une vingtaine dans notre bureau à Montréal. Mais maintenant, évidemment, tout le monde travaille activement de la maison. Notre équipe, en fait, existe depuis plus d'une vingtaine d'années. On est donc une quarantaine répartis là, sur nos trois bureaux, donc Montréal, Toronto, Vancouver. Et puis, on a évidemment une spécialisation. On a évolué au fil des années, donc en débutant dans la production cinématographique télévisuelle canadienne et ensuite internationale. Et pour poursuivre dans des secteurs toujours en création de contenu, mais multiplateformes et de différentes catégories de projets. Donc, tout ce qui est multimédia, évidemment, immersif, réalité virtuelle, réalité augmentée, effets visuels, etc. Donc, tout ce qui est rattaché à la création de contenu essentiellement fait partie là, de notre giron.
On a beaucoup de plaisir dans des temps normaux de suivre le marché à travers l'international dans les différents marchés organisés. Donc, on a une forte expérience également à l'international. Alors, en gros, c'est ça. Aujourd'hui, ça nous fait grand plaisir d'être avec vous, puis virtuellement, et de vous partager cette information. J'ai ma collègue Josie, qui est directrice dans l'équipe, qui va vous présenter le contenu. Je vais la laisser se présenter. Et j'ai la branche, un grand collaborateur via le FIC qui est avec nous aussi, là, qui a gentiment accepté de partager plus en profondeur essentiellement ce que le FIC peut offrir. Alors voilà, fait qu'on espère que ça va répondre à vos questions. Évidemment, l'argent, ça compte. Et puis voilà, alors ça se veut effectivement avec une certaine interactivité. On va être très intéressé à entendre vos questions. Alors sans plus tarder, là, je te laisse poursuivre, Josée. Bonjour tout le monde. Bien heureuse de me joindre à vous ce matin. En fait, oui, la présentation, on veut aborder là, tout ce qui a trait au financement là, des entreprises et des projets créatifs. On va faire ça en deux volets ce matin. Le premier volet, ça va être de parler plus des partenaires financiers qui composent en fait l'écosystème de l'industrie, des entreprises qui sont dans le domaine de la création. Mais d'abord, je voulais juste prendre un petit moment là, pour parler là, de la perception que les gens ont souvent des partenaires financiers. On a fait quelques présentations déjà avec Brigitte à la piscine, qui est un accélérateur d'entreprise aussi, et au zoo. Et les gens souvent nous disaient que la banque peut être perçue, par exemple, comme une institution où c'est difficile d'entrer en contact avec quelqu'un, d'avoir un service personnalisé, ou dans le fond, on n'est pas nécessairement à l'écoute des besoins. Et nous, en fait, un de nos objectifs là, en rencontrant les entrepreneurs puis en vous écoutant, c'est vraiment de changer la perception parce qu'on est vraiment là pour travailler avec vous et on se veut vraiment comme des partenaires avant tout, comme les autres partenaires financiers que je vais vous présenter à l'instant. Alors, si on continue, oups, pardon, excusez-moi, je vais doucement. Ah, OK. Alors, quand on regarde l'ensemble des partenaires financiers qui… excusez-moi, c'est parce qu'avec l'écran, je n'arrive pas à voir bien. OK. Alors, au niveau des institutions financières, il y a toute une gamme, comme je disais, de partenaires financiers. On peut commencer, par exemple, par les institutions financières, comme la Banque nationale. Nous, on a, comme Brigitte le disait tantôt, vraiment un groupe spécialisé. On parle aussi de la Banque de développement du Canada, Investissement Québec, le Fonds d'investissement de la culture et des communications, le FIC. Bon, je pense que vous ne me voyez pas, là. Gilles me dit… Ça, ta caméra est off. Je ne sais pas si… Est-ce que c'est à moi de faire quelque chose, Nour, parce que tu m'as dit que c'est toi qui l'avais enlevé? Je vais te remettre. Mais… Tu peux m'enlever, non, si ça ralentit la cadence, là. Parfait. Est-ce que ça fonctionne, la caméra? Parce que moi, je ne vois pas. Non, moi, je ne vois toujours pas, Josée. Démarrer ma vidéo. OK, c'est bon. Bon, alors, bonjour tout le monde. Rebonjour. Alors, vous pouvez mettre un visage sur la voix que vous entendiez. Alors, j'en étais là à la description des partenaires financiers. Bon, pas la description, en fait, pour le moment, c'est juste de faire comme un tour d'horizon rapide. On va aller plus en détail pour chacun par la suite.
Alors, donc, j'étais en train de parler du FIC, dont Gilles va nous parler plus en détail tantôt. Il y a le Fonds des médias que vous devez, j'imagine, tous connaître, qui est vraiment un gros joueur dans l'industrie, tout comme la SODEC. Et pour terminer, on a EDC, qui est Exportation Développement Canada, dont on va parler aussi tantôt. Alors, si on commence par les institutions financières, votre banquier, en fait, souvent les gens ont la perception qu'un banquier, c'est un peu comme une commodité, que c'est simplement une institution où on peut avoir accès à un compte, marge de crédit, mais c'est quand même beaucoup plus large que ça, la gamme de services qu'on peut offrir. Et c'est important que vous soyez au courant pour pouvoir en bénéficier pleinement. Je pense, par exemple, à la gestion du risque de change quand vous avez des opérations à l'international, aux assurances collectives. On a même des services de gestion privée pour les propriétaires d'entreprises. Alors, il y a vraiment toute une gamme de services et de solutions financières dont vous pouvez profiter. Également, la personne qui vous est désignée comme directeur de compte, ce que je fais, moi, par exemple, comme travail, c'est vraiment une personne qui peut vous accompagner et qui a une certaine expertise parce que, étant en contact avec vraiment beaucoup d'entreprises, on finit par avoir une vue assez large sur l'industrie et sur les entreprises plus dans leur fonctionnement et leur évolution. Donc, on peut vous permettre d'avoir une vue, un recul par rapport à votre entreprise. Et aussi, on a accès à un réseau de contacts là, dont vous pouvez aussi bénéficier. Maintenant, si on parle de la BDC, la BDC, c'est une banque fédérale, ce n'est pas une banque à charte. Donc, elle a une mission d'accompagner les entrepreneurs, je dirais souvent plus au début des activités de l'entreprise. Elle peut même offrir du capital de risque, être un prêteur qui peut prendre plus d'années pour le remboursement des prêts et s'ajuster au niveau des solutions de financement selon la période dans laquelle se trouve l'entreprise. Et ce qui est vraiment intéressant à prendre en compte pour la BDC, c'est qu'ils ont une équipe de spécialistes aussi en technologie. Alors, pour le secteur là, dont on parle, c'est vraiment un partenaire important. Ensuite, IQ, Investissement Québec. On entend beaucoup parler justement d'Investissement Québec en ce moment parce qu'il offre des garanties de prêts pour les entrepreneurs là, qui ont besoin de fonds dans le cadre du COVID-19, la situation qu'on vit présentement. Mais ça, c'est des choses qu'ils faisaient avant aussi. Alors, ça va être un partenaire avec lequel la banque va faire affaire pour aller chercher des garanties lorsque c'est nécessaire. Et eux-mêmes peuvent offrir des prêts directement aussi. Et ça va être un partenaire très important là, pour la certification au niveau des crédits d'impôt, recherche et développement et en multimédia. C'est eux qui vont permettre d'obtenir la certification pour ensuite présenter, qu'on va présenter lors de la production des déclarations d'impôt. Et nous, à la banque, quand on finance les crédits d'impôt, on va demander cette certification-là. Ensuite, il y a le FIC. En fait, là, je ne vais pas aborder trop en détail le FIC qui est un partenaire en équité et aussi au niveau des prêts, mais je vais laisser Gilles parler du FIC juste par la suite. Ensuite, le FMC est vraiment un partenaire important aussi. Le Fonds des médias du Canada. Il y a le son est saccadé. Il y a quelqu'un qui dit... Oui, je le dis. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Moi, ça va.
OK. Il y a une autre personne qui dit non. 10 sur 10. OK. Bon, ça a l'air à fonctionner pour les autres personnes. OK, merci. Donc, pour le Fonds des médias, il y a une multitude de programmes. Là, ça vaut vraiment la peine, si vous n'avez pas déjà parcouru le site Internet, d'aller voir, parce que dans le domaine dans lequel vous travaillez, c'est certain qu'il y a des programmes qui vont vous convenir ou vous interpeller ou vous inspirer peut-être des projets à développer, parce qu'il y a tout un aspect innovation, prototypage. Il y a le volet expérimental, je pense, qui s'adresse vraiment à l'industrie dans laquelle vous êtes. Il y a aussi un volet qui est plus cinéma-télévision, là, mais pour ce qui est des industries plus jeux vidéo, multimédia, c'est vraiment un partenaire important. Il y a même un programme qui a été développé en partenariat avec le Zoo. Donc, je vous encourage fortement à aller voir tout ce que le Fonds des médias peut offrir. Du côté, le Fonds des médias, c'est fédéral, et du côté provincial, bien, le grand joueur aussi, c'est la SODEC. La SODEC qui est peut-être un peu moins présente au niveau du... bien, il y a un programme en multimédia pour les crédits d'impôt et il y a des nouvelles aides là, qui sont en train de se mettre en place au niveau du multimédia ou de la production numérique. Il y a de l'aide à l'exportation aussi. Il y a une banque d'affaires. Une banque d'affaires étant un peu comme l'équivalent de la BDC, là, mais du côté provincial. Alors, c'est une entité de la SODEC qui peut offrir des prêts aux entrepreneurs. Finalement, EDC, qui est un partenaire important quand vous avez des activités à l'international. Vous pouvez faire assurer des contrats. Il y a des cautionnements de prêts. En fait, ils vont jouer le rôle dont je parlais, par exemple, tantôt avec Investissement Québec, mais du côté de l'international, quand on parle de garantie de prêts. Et nous, on aime bien travailler avec EDC là, pour justement solidifier les dossiers de crédit. Parfois, ça va nous permettre là, de mettre un prêt en place qu'on n'aurait pas pu faire autrement qu'en ayant la garantie de EDC. Et il y a toutes sortes de façons de définir comment la notion d'exportateur. C'est pas vous n'avez pas nécessairement à être un exportateur vous-même. Vous pouvez, par exemple, participer à la chaîne d'exportation et ça va être considéré comme étant un exportateur. Donc, c'est important là aussi d'aller voir le site de EDC. Puis nous, on a des processus là, pour accélérer à la banque la mise en place de ces garanties. Donc, ça peut aller relativement rapidement là, pour mettre les garanties en place. Josée, si tu permets, oui, j'ajouterais, pour compléter, revenant sur la SODEC, il y a entre autres un nouveau programme là, qui vient tout juste d'être annoncé, je crois, la fin de la semaine dernière, qui en fait offre une aide financière, un support financier qui se trouve en fait à payer un pourcentage d'un consultant qui accompagnerait l'entreprise soit dans un contexte de développer un marché à l'international, donc croissance d'entreprise, transfert d'entreprise, bon, redressement peut-être moins joyeux, là, mais néanmoins, donc c'est un nouveau programme que la SODEC vient de lancer. Alors, pour ceux qui sont intéressés d'aller voir tout ce que la SODEC peut offrir, vous allez certainement trouver l'information, donc c'est un plus. Et pour EDC, en fait, dans les cas où vous avez des projets qui s'étalent sur une certaine période, évidemment, comme t'expliquais, Josée, là, avec une participation directe ou indirecte à l'international, et dans le cadre de ce projet-là, il y a un bridge financier nécessaire, donc un trou financier
La EDC est un beau partenaire pour être capable de travailler avec nous de façon à ce que vous ayez du cash flow suffisant pour toute la durée du projet. Alors, c'est une autre utilité là, que EDC apporte. Voilà. OK. Alors, on poursuit. En fait, avec la deuxième partie de la présentation, où là, dans le fond, l'idée, c'est de vous partager les grands axes d'analyse qui seront couverts par l'ensemble des partenaires financiers. Ça va prendre différentes formes, ça va se faire de différentes façons, mais en général, les partenaires financiers vont vouloir avoir des informations sur tous les aspects là, de la gestion de l'entreprise au niveau du management, le modèle d'affaires, la santé financière. Et on va aborder aussi l'aspect des demandes de garantie. Mais on commence d'abord avec la relation d'affaires. En fait, c'est une des choses les plus importantes là, de établir une relation authentique avec ses partenaires financiers. Il y a des partenaires dont vous allez être plus proche que d'autres, comme par exemple la banque qui va pouvoir vous offrir des services de façon plus fréquente ou avec qui vous allez partager votre vision d'affaires, à qui vous allez faire part de vos besoins financiers, avec qui vous pouvez développer une relation où vous tenez votre directeur de compte au courant des projets qui s'en viennent. Mais il y a aussi des partenaires comme par exemple le FIC, puis j'imagine, Gilles, c'est des choses que tu vas pouvoir confirmer tantôt. Quand on est un investisseur dans une entreprise comme le FIC peut être, ben, ça va être la relation peut être très étroite aussi avec les entrepreneurs. Alors, la qualité de la relation est vraiment importante. En fait, l'idée dans tout ça, c'est de permettre, c'est d'inspirer confiance aux partenaires. Puis, si on parle de partenaires, d'autres partenaires avec qui, par exemple, vous allez faire des demandes de financement, ben, ça va être dans votre demande de financement que vous allez pouvoir démontrer votre expérience et aussi partager la vision que vous avez de votre entreprise. Il y a des éléments là, qui permettent de donner confiance, comme de démontrer une formation adéquate, l'expérience, le nombre d'années en affaires, et aussi d'avoir une bonne structure organisationnelle qui permet de démontrer que la façon dont vous avez créé la structure de l'entreprise, ben, c'est pertinent, en fait. Si vous avez des questions en cours de route, allez-y, je vais les voir, puis je vais pouvoir vous répondre en intégrant les réponses en même temps. N'hésitez pas, là, ça va me faire plaisir de rendre ça plus interactif. Une autre façon aussi d'inspirer confiance au niveau du management, ça va être, par exemple, la façon dont vous versez les salaires, les dividendes, que ce soit raisonnable par rapport au chiffre d'affaires, et en le faisant aussi en conservant des fonds à l'intérieur de l'entreprise, parce que l'entreprise étant une entité elle-même, c'est important qu'elle développe un capital puis qu'elle ait des fonds propres, positifs. C'est quelque chose qu'on regarde de façon systématique, la valeur de l'entreprise. Et ce qui vaut pour l'entreprise vaut aussi pour tout l'aspect personnel des dirigeants de l'entreprise, parce qu'on va demander des bilans personnels, des Equifax, là, on va faire sortir les Equifax des dirigeants, des propriétaires, et que les affaires personnelles des dirigeants soient en ordre. C'est aussi important que ce soit pour l'entreprise, parce que ça donne une vision de la gestion saine de l'entreprise. Ensuite, ce qui est, là, si on passe plus au modèle d'affaires, le modèle d'affaires, en fait, c'est comment l'entreprise, comment on démontre la viabilité et la profitabilité de l'entreprise.
la façon de le faire, ben, c'est premièrement en ayant un plan d'affaires et en le révisant régulièrement, en ajustant selon ce qui va advenir dans l'industrie ou le développement des projets de l'entreprise. Le plan d'affaires aussi démontre la connaissance du marché. Excusez-moi, là, il y a... Oui, c'est ça. OK. En ayant une bonne connaissance du marché, quels sont les avantages par rapport à la compétition, de bien démontrer qui sont les clients potentiels ou actuels dans l'entreprise, les fournisseurs. En fait, le modèle d'affaires, c'est l'espèce de formule de l'entreprise qui lui permet d'avoir une rentabilité. Ce qui est important aussi à regarder au niveau de la profitabilité de l'entreprise, c'est de voir si elle a une dépendance économique envers un client ou un fournisseur. Si, par exemple, tous les revenus d'une entreprise dépendent d'un seul client, c'est quelque chose qui va avoir à être pris en compte parce que si ce client-là décide d'interrompre ses commandes, bien, ça met la compagnie à risque. Donc, on ne dit pas que c'est une mauvaise chose, mais c'est quelque chose qu'on doit comme bien évaluer comme risque et voir comment c'est géré par le management de l'entreprise. C'est la même chose pour avoir une entreprise qui a seulement un fournisseur. Elle peut se retrouver à risque en ayant un fournisseur qui peut décider de ne plus approvisionner l'entreprise. Aussi, le modèle d'affaires va démontrer que l'offre du service ou du produit de l'entreprise, il y a une demande. C'est pas simplement c'est pas simplement un projet que l'entrepreneur va avoir pour lequel il pense qu'il y a une demande, mais que la demande est vraiment concrète et vérifiée. Là, pour mettre un peu d'interactivité dans la présentation, je vais vous présenter un cas. J'aimerais ça que vous me répondiez lorsqu'on aura fait le tour de ce que vous pensez. Alors, par exemple, si on fait état d'une situation où, excusez-moi, où il y a un investissement qui est requis dans une entreprise. On se trouve dans la phase de développement qui nécessite un investissement de la part des actionnaires. Excusez-moi, je suis dans la solution. J'ai un petit peu de difficulté à... OK. On y va. Alors, on parle d'un développement d'un nouveau produit. Vous avez validé la demande sur le marché et êtes sur le point d'offrir un nouveau produit. Une phase de prototypage est nécessaire préalablement. Vos clients potentiels attendent de voir le prototype afin de signer des contrats. Et vous demandez à la banque un prêt à terme pour financer le prototypage, pour faire le pont entre le moment où vous allez dépenser l'argent pour faire le prototypage et le moment où vous allez recevoir les paiements reliés au contrat avec vos clients. Alors, est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie de demander un prêt à la banque pour ce genre de projet? Vous pouvez me répondre oui ou non. Ou... non, OK. Pourquoi? OK. Alors, ben non, la bonne réponse. Parce que, dans le fond, c'est pas à ce moment-ci que
La banque, oui, c'est ça, le risque est trop grand. Il y a Yves Letellier là, qui me répond. Pour la banque, le risque est trop grand et c'est pas. En fait, la phase de développement nécessite davantage un investissement de la part des actionnaires ou un partenaire de quasi-équité plutôt qu'une banque. Alors là, on parle, mettons, de la BDC, IQ ou même le FIC. Je vais laisser Gilles en parler tantôt. Parce que la banque n'est pas un investisseur et ne participe pas au rendement. Donc, là, j'ai mis le FIC entre parenthèses, qui est un investisseur. Et la banque va évaluer, par contre, si on ne peut pas vous aider, on va évaluer il y a d'autres options là, qui sont possibles. Par exemple, en ayant recours à des partenaires, par exemple comme EDC, qui pourraient garantir un prêt. Mais dans une phase de prototypage, c'est vraiment plus des partenaires comme la BDC, IQ ou le FIC qu'il va falloir approcher. Quand on parle d'un prêt à terme avec une banque, c'est typiquement des prêts qui vont servir davantage pour des équipements ou des immobilisations où l'amortissement du prêt va être arrimé avec la durée du bien en tant que tel. Et le prêt à terme ne sert pas à des fins d'investissement. Sauf dans des cas précis de transfert d'entreprise, là où une compagnie va acquérir une autre entreprise, mais ça, c'est vraiment du cas par cas et c'est des cas particuliers. Donc, là, je reviens avec la possibilité de garantie d'EDC, même dans des prêts à terme qu'on va avoir recours parfois là, à EDC pour des garanties. Si on continue dans nos axes je regarde l'heure pour être certaine qu'on va bien arriver. OK, ça va. Alors, on continue. Quand on parle de la santé financière, là, il y a tous les aspects qui sont reliés à une gestion saine. Par exemple, on va parler de bien connaître son cycle d'encaisse. En fait, le cycle d'encaisse, c'est le temps qui va s'écouler entre l'achat de la matière première ou dans votre industrie, ça va être davantage le paiement, par exemple, des talents ou l'investissement dans des infrastructures de multimédia, des choses ou de l'équipement technologique. Et donc, le moment entre l'achat entre ces achats et l'encaissement des ventes. Ce n'est pas seulement la vente, mais c'est quand on va rentrer l'argent, parce qu'il peut y avoir un délai entre le moment où on fait une vente et le moment où on reçoit l'argent. Une des meilleures façons de bien gérer son cycle d'encaisse, ça va être de limiter le délai pour encaisser les comptes clients et d'avoir des bonnes ententes avec ses fournisseurs pour obtenir des termes de paiement. Et donc, de réduire ce temps-là entre les déboursements et la réception des sommes. Il y a aussi, ce qui est vraiment important, c'est d'établir des projections de vente et de dépenses pour l'année en cours et l'année suivante pour vraiment avoir une vue assez large de l'évolution des entrées et des sorties de fonds. Dans l'établissement de ces projections-là, on va rentrer, par exemple, les contrats qui sont déjà signés comme des revenus, puis on va regarder les modalités de contrat pour savoir quand l'argent va rentrer. On peut même mettre les contrats qui sont en discussion selon une probabilité de réalisation. Peut-être que ça peut être un montant qui est à 50% selon le pourcentage des probabilités que les contrats se signent, ça peut être intégré dans les revenus de l'entreprise à venir. Et au niveau des coûts, il va y avoir les coûts fixes mensuels, le loyer, tous les coûts, les licences qui sont systématiquement à payer. Et il va y avoir les coûts fixes ou variables selon reliés au contrat. Puis il peut y avoir des coûts variables aussi. En fait, le cash flow pour une entreprise, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que même si vous avez des très beaux projets qui peuvent être payants, il reste que c'est
vraiment important là, que l'argent, qu'il n'y ait pas un manque de trésorerie, de cash flow pour continuer à bien faire rouler les activités, là. Il y a aussi, en planifiant le cash flow, à évaluer le financement requis, par exemple, pour des équipements, des immobilisations. Et c'est important aussi là, de garder une partie des profits, comme je le disais tantôt, dans l'entreprise pour créer une valeur nette de l'entreprise. L'entreprise est une entité en soi qui doit générer, créer une richesse, une valeur. Donc, il peut y avoir aussi des moments où ça va être nécessaire d'injecter de l'équité par les actionnaires ou en début de projet, par exemple, si vous n'avez pas trouvé de partenaire en équité ou vous ne voulez pas diluer, par exemple, l'équité de l'entreprise, parce que c'est certain que si vous allez chercher des partenaires, ils vont vouloir avoir un pourcentage de l'entreprise et c'est peut-être quelque chose que vous ne voudrez pas ou à un certain pourcentage. Donc, c'est des choses qu'il faut prendre en compte, que ça peut être nécessaire à un moment d'injecter de l'argent personnel dans l'entreprise. Aussi, il faut considérer l'impact des sorties de fonds, comme par exemple, excusez-moi, les dividendes, l'acquisition d'équipements, le rachat d'actions. Il y a des moments où c'est très justifié de se payer des dividendes, mais il y a des moments où ce n'est pas encore opportun. Ou par exemple, au niveau de l'acquisition d'équipements, ça peut être vraiment mieux de financer les équipements plutôt que de sortir des sommes importantes de l'entreprise qui vont mettre en péril le cash flow. Alors, c'est toutes des questions qu'il faut évaluer là, et c'est même des discussions que vous pouvez avoir avec vos partenaires, directeurs de compte à la banque, en termes de est-ce que je devrais prendre un prêt équipement ou pas. Et les dividendes, c'est certainement quelque chose qu'on évalue parce que si on trouve que les entrepreneurs sortent trop de dividendes, ben c'est pas vu d'une bonne façon, là. Et bien sûr, il faut avoir une bonne couverture des charges fixes au niveau des rentrées de fonds. Un autre aspect là, qui est important, c'est les ressources au niveau de la comptabilité, la gestion financière, parce que le type d'entreprise que vous avez est souvent créé par des gens qui vont être créatifs, ils vont avoir un background à ce niveau-là ou plus technologique, mais qui n'ont pas nécessairement un background aussi en gestion financière. C'est donc important de bien s'entourer et selon l'évolution de l'entreprise, ben, les besoins vont évoluer aussi naturellement. C'est certain qu'au début, par exemple, ce ne sera peut-être pas nécessaire d'avoir une personne qui s'occupe de la comptabilité à temps plein ou ce ne sera peut-être même pas nécessaire que ce soit une personne qui travaille à l'interne, ça peut se faire à l'externe. Son type de formation peut varier aussi. Au début, ça peut être quelqu'un qui fait simplement la tenue de livre et après ça, vous avez un comptable qui va, à la fin de l'année, faire les déclarations d'impôts et les états financiers. Mais à mesure que l'entreprise va évoluer, ben ça va changer et éventuellement, vous allez avoir besoin de quelqu'un qui… le type d'état financier va changer, ça va être souvent… un changement qui va provenir des demandes des partenaires financiers, justement, d'avoir, par exemple, des états financiers de mission d'examen ou éventuellement des états financiers vérifiés. Et c'est là que le rôle des vérificateurs, d'avoir une firme externe pour les états financiers va devenir important. Alors, c'est des choses vraiment à considérer pour s'assurer d'avoir les bons outils financiers aussi pour permettre une gestion saine de l'entreprise et répondre aux critères des partenaires financiers parce que ça va être des demandes qui vont faire partie des contrats que vous allez ou des ententes que vous allez signer avec les partenaires financiers. Deuxième
cas que je voulais vous présenter ce matin, une demande de marge de crédit. Oups, attendez, là, le cas est le suivant. Panique à bord. Votre compagnie est en pleine croissance, vous ne savez plus où donner de la tête, vous êtes en manque de liquidité, vos comptes clients tardent à être encaissés et vous cognez à la porte de la banque la plus proche afin de mettre en place d'urgence une marge de crédit. Est-ce que c'est la bonne façon de procéder pour combler vos besoins en termes de liquidité? Non. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui veulent répondre? Bien, effectivement, c'est vrai que ce n'est pas la bonne solution. En fait, quand on se retrouve avec un problème de liquidité et qu'on se retrouve dans une situation d'urgence, c'est peut-être parce qu'on n'a pas prévu les besoins de financement à l'avance. Ce dont je parlais tantôt, de faire des projections de revente et de dépenses, c'est vraiment pour voir venir justement les besoins qu'on va avoir en liquidité, les besoins de cash flow. Ça, c'est la première chose. Ensuite, comme je disais tantôt, c'est important de faire une bonne perception des comptes clients. Et la banque, de toute façon, ne finance pas les comptes clients de plus de 90 jours. Donc, c'est une très bonne pratique à mettre en place que d'éviter d'avoir ce type de compte client qui dépasse 90 jours. C'est vraiment important d'avoir un suivi serré à ce niveau-là. Et je vous recommanderais d'éviter de faire une demande à la banque dans l'urgence, parce qu'il va y avoir des délais. Et aussi de bien prendre le temps de bien choisir la banque avec qui vous allez faire affaire pour avoir une banque qui connaît votre industrie et qui va être en mesure de bien comprendre vos activités. Donc, la marge de crédit à la banque, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'en général, on va allouer des marges de crédit pour un montant de 10 à 15 du chiffre d'affaires. Elle va servir justement à la marge à combler l'appariement entre les décaissements et les encaissements et ne servira pas à payer des prêts, des dividendes, des rachats d'actions ou des achats d'équipements ou d'immobilisation. Ça va être financé, par exemple, des achats d'immobilisation et d'équipements par le prêt à terme dont on parlait tantôt. Et la marge doit fluctuer dans le temps. Alors, c'est vraiment pour suivre le mouvement des entrées, des sorties de fonds. Et l'idée, c'est qu'il y ait assez d'entrées de fonds pour réduire la marge qui va ensuite monter et redescendre. Parce que si vous vous retrouvez avec une marge au départ qui est plafonnée, ça ne servira pas ce à quoi l'objectif en termes de gestion des liquidités. Donc, je dirais que ce qui est vraiment important, c'est de faire le bon choix de partenaires financiers selon les étapes dans lesquelles vous vous trouvez en termes de développement de projet ou de phase de développement de votre entreprise. Donc, si on est dans la phase de prototypage, développement, on va avoir besoin plus d'équité ou d'aide gouvernementale, comme le FIC, le FMC, la BDC, IQ. En termes de mise en marché, ça va être aussi peut-être plus l'équité et aide gouvernementale. Et il y a des programmes qui sont vraiment spécialisés. Là. Je pense par exemple au FMC en termes de mise en marché, mais aussi on parle encore du FIC et de la BDC. Et en termes de commercialisation, là, quand on est dans l'étape de vente et de revenus et que les activités sont plus établies, alors là, on va plus parler de prêts, marge de crédit avec la banque, mais il peut toujours avoir la BDC et EDC. Rapidement, je vais vous parler des garanties. En fait, quand la notion de valeur d'emprunt, c'est que quand la banque établit un montant de prêt, une notion qui est importante à comprendre, c'est qu'on va fonctionner avec une valeur d'emprunt qui va s'établir, par exemple, là, mettons, à 80 des comptes à recevoir ou 80 des équipements, selon qu'on parle
d'une marge de crédit ou d'un prêt équipement. Alors, on va quand même asseoir la valeur pour déterminer le prêt ou la marge de crédit selon une valeur d'emprunt. Finalement, on risque de vous demander des cautions personnelles quand on émet des marges de crédit ou des prêts selon les partenaires financiers. Mais c'est important de comprendre que la banque ne souhaite pas avoir à réaliser ces garanties ou aucun partenaire financier de toute façon. C'est plus un engagement moral de la part de l'actionnaire parce que ce qu'on veut, quand on est un partenaire financier d'une entreprise, c'est de s'assurer que les dirigeants, les propriétaires de l'entreprise vont être là en cas de problème et qui vont assurer leur pleine collaboration pour passer à travers la difficulté si jamais il y en a, qu'on va être des partenaires jusqu'à la fin ensemble. Alors, pour conclure, je dirais que ce qui est important dans ce qu'on aimerait vous livrer là, comme étant nos takeaways, vraiment nos conseils, en fait, ce serait de bien connaître les sources de financement de votre industrie, que c'est crucial de bien connaître les partenaires que vous pouvez approcher, de présenter et gérer votre entreprise avec rigueur pour donner confiance aux partenaires financiers et savoir bien identifier quel partenaire choisir à quel moment de la vie de votre entreprise. Parce que je dirais que savoir bien s'entourer, c'est la chose la plus importante là, pour bien gérer votre croissance et assurer votre succès. Alors, merci beaucoup de votre écoute. S'il y a des questions, d'autres questions, j'aurai quelques petites minutes. Sinon, je vais passer la parole à Gilles pour nous parler plus spécifiquement du FIC. Merci, Christian, de ton commentaire. C'est vraiment gentil. Je te passe la parole, Gilles. Oui, bonjour. Gilles, désolée d'interrompre. Oui, Brigitte, j'ai oublié de te demander. Non, c'est correct. Tu as fait le tour. En fait, merci. Effectivement, on espère que ça vous a donné un tour de piste de plusieurs sources qui existent. Évidemment, le banquier demeure toujours disponible pour échanger, creuser avec vous là, ces différentes pistes-là. Donc, on ne vous demande pas évidemment là, de devenir des experts, évidemment, mais au moins vous avez déjà une bonne perspective là, de ce qui est possible. Ensuite, il y avait une question, je voyais dans les Q&A qui concernait les subventions et l'équité. Donc, au niveau de portions d'équité, en fait, entre autres, Gilles, c'est un des partenaires potentiels d'équité. La BDC ont un pan de business qui offre de l'équité également. Évidemment, la Caisse de dépôt là, dans une plus grande perspective. La FSTQ, donc, également est un partenaire pour l'équité. Donc, il y a certaines sources qui existent. Je dirais qu'au Québec, notre vue, c'est que, ou même au Canada, là, il y a un peu moins de partenaires privés en équité que ce qu'on voit au niveau du secteur technologique et avec les États-Unis. Mais néanmoins, il y a des sources qui existent. Au niveau des subventions, on a moins de vues, en tout cas, personnellement, je n'ai pas vu très souvent de subventions disponibles. Je sais que bon, le FMC, là, il y a quand même une portion de modalités pour le fonds expérimental sont quand même le souple. Mais bref, au niveau des subventions, il faudrait possiblement pour notre part le creuser un peu plus et possiblement là, vous revenir avec plus de détails. Donc, je laisse Gilles poursuivre avec sa portion de présentation qui va être aussi d'un bon apport pour vous.
moi, je vais devoir vous quitter à 10 heures. Dans 6 minutes, là, je dois animer une autre présentation. Alors, je tiens à vous remercier pour votre temps. Très, très apprécié. Ça nous fait grand plaisir d'avoir partagé ce moment-là avec vous. Et puis, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas pour la suite les communiquer en or, puis on pourra poursuivre tout ça après. Bonne journée. Merci, Brigitte. Oui, bonjour. Merci, Brigitte. Merci à la Banque nationale d'avoir invité le FIC là, à cette présentation-là chez vous. La Banque nationale est un partenaire important pour le FIC. On est dans plusieurs investissements avec la Banque nationale et donc on joue chacun nos rôles là, au fur et à mesure. Fait que je vais vous présenter rapidement qui est le FIC et qu'est-ce qui est possible de faire. Et je vais essayer de faire ça rapidement. N'hésitez pas à me ralentir si jamais je vais trop vite. Je vois le temps couler, là, puis je vais essayer de faire ça là, en quelques minutes seulement. Puis vous pourrez plutôt me poser des questions là, plus précises là, au besoin. Donc, le FIC est un fonds d'investissement qui est spécialisé en divertissement et qui, de plus en plus, est à la croisée entre le divertissement et la technologie. On le voit d'ailleurs avec les entreprises en incubation au zoo et ailleurs, à la piscine. De plus en plus, tout est dans tout, comme on dit. Et donc, le FIC est à s'ajuster pour pouvoir là, vraiment là, suivre l'évolution des entreprises là, ici au Québec. On va voir ça. Pourquoi ça démarque? Je vais rester en mode comme ça va être plus facile. Donc, le FIC est un petit fonds d'investissement qui a quand même là, maintenant 23 ans, 40 millions de capital. La majorité, 66%, le fonds de solidarité, qui a, comme vous le savez, là, maintenant tout près de 17 milliards d'actifs. Le gouvernement du Québec, via la SODEC, que la Banque vous a présenté brièvement tout à l'heure, qui a 33%, et l'Union des artistes au travers de son fonds de pension qui a investi là, 400 000 $ dans la dernière ronde de financement pour 1%. Nous sommes une équipe hyper spécialisée. On ne fait que du divertissement. Moi, plus de 30 ans, en fait, maintenant presque 32 ans en financement dans le bancaire, puis par la suite dans un fonds spécialisé à l'international en culture et maintenant au FIC, et Virginie Beck, dont ce que certains connaissent sûrement, qui a été pendant longtemps à la Banque Royale et qui est depuis maintenant 5 ans au FIC, là, qui fait le même travail. Donc, un petit fonds avec 2 personnes qui s'occupent là, des investissements. On s'adresse à toutes sortes d'entreprises, soit à Capital Action, c'est ce qui doit vous rejoindre le plus ce matin, mais aussi là, aux organismes à but non lucratif, aux coopératives. Ce qui est important pour nous, c'est que les entreprises aient une place d'affaires au Québec, le contrôle de l'actionnariat soit à 50% plus 1 québécois. C'est la règle d'entrée, tout simplement parce que le Fonds de solidarité a été créé par une loi du gouvernement du Québec qui donne droit à certains crédits d'impôt, comme vous le savez. Et dans la loi, c'est indiqué que les investissements doivent être faits dans des entreprises québécoises. Et donc, le FIC étant un fonds spécialisé dans la famille du Fonds de solidarité, donc on suit les mêmes règles. On s'adresse dans les entreprises culturelles à plusieurs secteurs, que ce soit dans les arts de la scène, dans le film et télévision, dans le disque, dans l'édition musicale, mais dans les médias numériques interactifs qu'on appelle les jeux vidéo, les applications, les événements multimédia, réalité virtuelle, spectacles immersifs. Ce sont tous des secteurs d'activité où le FIC est présent. On a une mission de s'assurer d'améliorer les structures financières des entreprises. Il n'y avait pas à l'époque, lorsque ça a été créé, de fonds qui investissaient dans le divertissement directement. Et donc, le but de la création du FIC, c'était de permettre justement qu'il y ait du capital de risque et de croissance qui soit disponible pour ces entreprises-là et qu'on soit aussi présent pour la relève entrepreneuriale de façon là, à pouvoir financer des nouvelles entreprises là, qui arrivent dans le marché. Ce segment-là est plus récent. Je dirais que ça doit faire 3 ou 4 ans où on est un peu plus actif là, dans la relève entrepreneuriale. Prochaine.
Notre capacité d'intervention, bon, on commence à 250 000 et on va jusqu'à 3 millions de dollars. De façon générale, bon, les montants varient selon le stade où est rendue l'entreprise. Dans des startups, on commence à 250 et habituellement, on s'en tient à peu près à ça, jusqu'à 500. On n'en fait pas beaucoup, on en fait 1 ou 2 par année. Pour des entreprises établies où ils ont des revenus récurrents, où ils commencent à avoir de la taille, où là, c'est plus d'intervention pour faire de la croissance. À ce moment-là, les montants d'investissement sont plus importants. On a un apport financier structurant parce qu'on fait de la dette subordonnée qui est considérée par les banques comme de l'équité. On fait aussi du capital action. Le FIC n'a pas de produits financiers là, très statiques, c'est-à-dire qu'on fait à peu près ce qu'on veut dans ce terrain de jeu-là de prêt équité capital action. On adapte toutes nos interventions au plan d'affaires qui nous sont remis. Et on s'assure d'avoir des montages financiers optimaux, ce qui fait que souvent on participe dans des financements avec la Banque nationale, avec la SODEC. On en fait aussi avec notre compétition. On partage parfois des deals, entre autres avec la BDC en jeux vidéo surtout. C'est sûr que nous, le FIC, étant donné qu'on est hyper spécialisé, on apporte du cash, oui, mais on apporte aussi un réseau. Que ce soit le réseau de nos commanditaires avec le Fonds de solidarité, que ce soit nos investissements de savoir-faire, nos ressources, notre expérience, les équipes avec qui on travaille à l'externe. Parce qu'on est une petite équipe, mais on a un carnet d'adresses. Et donc, si on a besoin d'un comptable, si on a besoin d'un avocat, si on a besoin de quelqu'un hyper spécialisé dans un segment de marché, on a habituellement quelqu'un dans notre carnet d'adresses qui peut aider et à qui on peut faire appel. Et donc, tout à l'heure, José parlait là, de l'apport du relationnel dans nos investissements. C'est, je dirais, au-delà du cash, c'est ce qui nous démarque particulièrement là, dans nos investissements. C'est sûr qu'on amène un appui stratégique. C'est sûr qu'on met à contribution nos réseaux d'experts. Et donc, c'est sûr qu'on a l'impact que les entrepreneurs veulent bien nous donner dans les entreprises. Il y a des entreprises où on investit où on a moins d'impact parce que bon, les entreprises sont structurées, ils sont bien équipés, ils n'ont pas besoin beaucoup d'aide. Il y a des entreprises où on apporte beaucoup plus, entre autres dans les démarrages, où on est là pour aider l'entreprise à se structurer et à passer aux prochaines étapes. Nos critères d'investissement, on n'invente rien. Hein? Bon plan d'affaires, qualité d'innovation de produits, une bonne équipe de gestion et un marché bien défini avec une rentabilité actuelle ou future. Et donc, étant donné qu'on ne fait que du divertissement, c'est sûr qu'on voit assez rapidement si le secteur d'activité où vous vous dirigez nous intéresse ou pas. C'est l'avantage de faire affaire avec un fonds spécialisé. On favorise les projets de croissance, ça c'est évident, fusion, acquisition, c'est ce qu'on fait entre autres. On favorise aussi les développements de nouveaux modèles d'affaires via l'enveloppe qu'on se donne pour le démarrage. On fait quelques projets de développement de nouveaux modèles d'affaires, innovation technologique, relève. Ce qu'on ne fait pas, c'est sûr que du démarrage d'entreprise à l'étape de l'idéation initiale où il n'y a même pas de business case, où on ne sait pas si ce produit-là va trouver un marché, c'est sûr qu'on est plus frileux et on n'investit pas dans des situations de redressement. Fait que si vous êtes déjà dans le trouble, c'est trop tard. On le fait cependant lorsqu'on est chez un client comme investisseur et qu'on passe un bout un petit peu plus rough. À ce moment-là, le FIC est entièrement là. Donc, ce qu'on dit toujours aux gens, c'est si vous pensez qu'à un moment donné, il va y avoir des bumps on the road, si vous avez un investisseur comme le FIC qui peut faire de l'équité, qui peut faire beaucoup de choses, puis qui peut amener certaines connaissances, on est mieux d'être déjà en relation. Ça peut permettre de faire face à des moments plus difficiles. J'ai séparé la proposition ici en 2 types de produits. Donc, on a d'un côté les entreprises qui génèrent déjà des revenus.
Donc, les entreprises établies qui sont plus en démarrage. Et on a de l'autre côté les entreprises en démarrage avec un produit existant puis un marché cible qui a été testé, mais où on n'a pas encore de récurrence. Donc, nos interventions se résument vraiment dans ces deux types de clientèle. Pour les entreprises générant des revenus récurrents, ça se rapproche plus de ce que fait la banque. OK. Donc, oui, on fait du prêt, on appelle ça du prêt équité non dilutif, donc de la dette. À la différence de la banque ou d'autres institutions financières, notre portion n'est pas garantie. Donc, souvent, on participe avec la banque. La banque fait tout ce qui est possible de faire en vertu de ses règles de financement garanti. Et nous, on vient compléter les structures de financement. Ça permet pour nous d'aller chercher un rendement plus important et ça permet au global pour le client de se retrouver avec un taux de financement en termes de taux d'intérêt, puis de primes de risque, etc., pondéré plus faible parce que la banque va bien entendu charger moins cher que nous. On a des remboursements qui sont adaptés. Selon les flux monétaires, on fait des moratoires de capital, on fait des moratoires habituellement de 6 mois à 18 mois, mais des fois on fait jusqu'à 3 ans, ça dépend des plans d'affaires. Donc, tout est adapté selon les plans d'affaires qu'on reçoit. C'est sûr que l'avantage de la dette subordonnée, c'est que, bon, premièrement, c'est subordonné, donc c'est de la quasi-équité pour les institutions financières. C'est pas dilutif, donc on ne parle pas de capital-action, donc on n'a pas à commencer à évaluer la valeur d'entreprise. C'est sûr que ça améliore les ratios financiers, donc ça vous permet d'aller financer de manière plus standard de l'équipement et des immobilisations avec une institution financière. Bon, un des avantages, comme je vous disais, c'est l'accès à notre réseau et l'expérience dans notre secteur. Et donc, on est particulièrement patient. Vous voyez, nos termes sont initiaux sont de maximum 8 ans. Historiquement, le FIC, on a fait une belle petite analyse l'an passé, on est chez nos clients en moyenne 10 ans. Ce qui veut dire qu'à peu près tous les clients ont un petit bump à un moment donné dans l'historique et on donne des moratoires supplémentaires. Et donc, nous, là, à partir du moment où on est avec un client, le premier endroit où les gens cognent à la porte si le cash flow devient plus difficile, c'est chez nous. Donc, moi, comme je dis toujours, habituellement, tu appelles le FIC en premier et le délai de réponse est assez rapide, habituellement 5 minutes. Et donc, nous, la première chose qu'on fait, là, tu nous demandes 3 mois de moratoire, on risque de t'en donner 6 pour te permettre de te refaire un peu puis d'être capable d'augmenter tes liquidités puis rassurer tout le monde. C'est la façon dont le FIC est structuré. Historiquement, c'est ce qu'on fait. On est là pour supporter nos clients. Les désavantages de la dette, c'est sûr que le désavantage principal, c'est que la dette, il faut qu'elle soit payée. Donc, éventuellement, il faut en sortir. Il faut que les intérêts soient payés. On a habituellement, là, comme je vous disais, des moratoires au début, mais on a un taux d'intérêt qui est chargé, qui est débité mensuellement chez le client. On a une prime de rendement habituellement basée sur l'EBITDA qui varie selon le plan d'affaires pour qu'on ait un taux de rendement global sur le dossier en fonction du risque qu'on a pris. Si le risque est très élevé, c'est sûr que la dette va coûter un peu plus cher. On fait habituellement, là, pour vous donner une idée, je peux répondre à Guillaume Parent là-dessus, on vise un taux de rendement interne qui est quelque part entre 12 et 20 annuellement. Et donc, c'est composé d'une partie en intérêt qui peut varier habituellement, pas beaucoup en bas de 8, mais ça peut aller jusqu'à 12, 13 et une partie de prime pour le rendement qui, elle, est basée sur l'EBITDA, qui est prévisionnelle. Donc, pour avoir un taux de rendement là, global pour le FIC là, qui est autour là, de, je dirais, de 12 à 20 dépendamment des niveaux de risque qu'on prend.
L'équité. L'équité s'adresse, on en fait dans les entreprises déjà établies. Parfois, on veut mettre en place un plan de relève et on a besoin d'investir en équité pour permettre à la deuxième gang de gestionnaires de prendre le contrôle. Mais elle s'adresse beaucoup aux entreprises plus en démarrage qui n'ont pas de revenus récurrents et donc qui ne peuvent pas couvrir des intérêts mensuellement. Et donc, ce qui nous importe, donc on fait du capital action dans ce type d'entreprise-là, habituellement des actions votantes participantes. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se fait donner une classe d'action qui nous est propre, qui nous donne en termes de fonds d'investissement une priorité en cas de liquidation. Si jamais ça ne va pas bien, on est le premier sorti, on est un financier, on n'est pas un opérateur. Mais c'est du capital action, votant ordinaire, participant. On fait aussi de l'intervention sur mesure. Parfois, on peut faire de l'action privilégiée, mais c'est plus rare chez nous parce qu'il y a un dividende à payer habituellement sur l'action privilégiée et ça, ça a un impact sur le cash flow. Et ça a aussi un impact sur le bilan. Si c'est un dividende cumulatif, ça veut dire qu'à chaque année, dans vos états financiers, le vérificateur va ajouter dans vos dépenses le dividende, même s'il n'est pas payé, mais il est couru, et ça vient augmenter la dette, ça vient réduire les bénéfices. Et donc, c'est pas quand ça va super bien, puis que vous réalisez vos chiffres d'affaires plus élevés que prévu, ça va. Mais quand ça va un petit peu moins bien, puis c'est plus long, ça fait, moi j'appelle ça des ballons, ça fait, la dette augmente sans arrêt dans le bilan et ça démolit un bilan assez rapidement et ça, on aime moins ça. On fait aussi, on est en train de regarder, en fait aussi, pour faire des SAFE, Simple Agreement for Future Equity. Ça s'applique plus dans des dossiers où le marché principal pour la ronde A va être un marché de VC américain. Et donc, en deuxième ronde, donc une fois qu'on a fait un seed, qu'on a fait un premier complément de seed que j'appelle avant une ronde A, lorsqu'on arrive à la A, là, à ce moment-là, on pourrait accepter de faire un safe pour un 4 à 6 mois pour justement pousser une valeur dans le marché pour être capable d'intéresser des fonds américains. Comme tous les fonds d'investissement, le FIC demande bien entendu comme actionnaire une convention d'actionnaire. On a des droits de gestion contrôlés, c'est-à-dire des droits sur ce que vous faites comme business. Si vous décidez de vendre des bas au lieu de faire des produits de VR, on a un droit de veto. On a des droits sur le budget. On autorise le budget à chaque année. Et donc, si on trouve que vous nous aviez dit dans votre plan d'affaires que vous alliez vers la droite et puis tout d'un coup, vous virez à gauche, on peut lever la main et dire « Oh, c'est pas ça qu'on avait dit ». Ça ne veut pas dire qu'on n'acceptera pas, mais ça veut dire qu'on a quand même certains droits de gestion pour s'assurer que les décisions que vous prenez sont en ligne avec notre philosophie. Nos investissements durent de 3 ans à 8 ans en équité, c'est-à-dire qu'après cette durée-là, on a une option de sortir. On a le droit de demander le rachat basé sur la valeur de l'entreprise. Et donc, c'est comme dans toutes les deals d'équité. C'est sûr que les difficultés, pour les entreprises en démarrage, au niveau de l'équité, c'est la récurrence des revenus est absente. Et donc, comment on évalue l'entreprise? Il y a toutes sortes de formules d'évaluation d'entreprise. Et puis, nous, ça nous amuse toujours un peu. On reçoit là, beaucoup de startups qui arrivent avec des analyses de valeur d'entreprise, de 4-5 méthodes reconnues aux États-Unis, là, puis qui sont super intéressantes, là, puis malheureusement, dans le type d'investissement qu'on fait, qu'on met un peu de côté. Évaluer une entreprise qui n'a pas encore de marché vérifié, c'est plus difficile. Et donc, ça se base beaucoup plus sur le relationnel. Je vous dire bien franchement. Nous, ce qu'on a comme philosophie, c'est d'investir du temps et de l'argent pour permettre une rentabilité. On est founder-friendly, c'est-à-dire qu'on est là pour partager nos connaissances, puis comme je dis toujours à nos entrepreneurs, à leur permettre éventuellement un jour de faire de l'argent. Comme je leur dis, OK, le but, là, c'est dans 3 ans que tu sois millionnaire.
OK, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Et donc, c'est sûr que lorsqu'on fait notre investissement à la base au niveau de l'évaluation, bon, on dit, écoutez, nous, il faut qu'on soit capable de penser qu'on va aller chercher un rendement qui est intéressant, puis surtout que ça couvre le temps qu'on va investir là, dans l'entreprise pour participer là, à tous les différents comités ou conseils d'administration. Et donc, souvent, le FIC, présentement, dans les entreprises en démarrage, là, en bas de, même pour des petits investissements, en bas de 20 ou 25 d'équité, ça nous intéresse un peu moins parce qu'on sait qu'on va devoir mettre beaucoup d'efforts en termes de temps. Un exemple rapide, un dossier que sûrement là, plusieurs personnes ici connaissent, qui s'appelle Phenomena, qui est un dossier qui était un start-up dans lequel on a investi l'an dernier, en mars 2019. Donc, ça fait déjà un an avec Awan Jones et toute la gang. Et vous savez, le scénario de départ, on avait quelques licences déjà en place. Donc, le prototypage était fait. Il y avait un produit qui était très avancé. Il y avait déjà des clients qui avaient signé, qui étaient prêts à l'acheter. Il y avait déjà eu des financements par le FMC, ce qui fait qu'ils avaient été capables d'avancer. Et donc, il y avait une équipe qui avait de l'expérience, qui n'était pas leur premier start-up. Puis, ils avaient besoin d'accompagnement pour structurer leur modèle d'affaires. Et donc, c'était un scénario de départ, c'est la raison pour laquelle on le fait, qui nous plaisait. Après ça, ben, est-ce que je m'entendais bien avec la direction ou pas? Parce qu'une fois tout ça dit, là, il faut être capable de travailler ensemble. Et donc, si on pense qu'on ne s'entendra pas puis que la chicane va prendre parce qu'on a des visions différentes, ben c'est sûr et certain qu'on ne fera pas d'investissement. Il faut qu'on pense qu'il y a une certaine chimie, il faut qu'on pense qu'on va être capable de avoir des bonnes discussions puis d'arriver aux meilleures solutions pour l'entreprise. Dans le cas de Phenomena, donc, on a fait du capital action. À la demande de la compagnie, on a décidé de faire un conseil d'administration mensuellement. Ce qui nous a permis de structurer la compagnie correctement, de définir les modèles d'affaires. Moi, je suis bien achalant avec ça. Les business cases. Je demande toujours, chaque fois qu'on a une bonne idée, OK, c'est quoi le business case? C'est-à-dire que le produit est là, OK, c'est qui notre client? Puis il y en a combien de ces clients-là dans le monde? Puis comment on pense qu'on peut faire de revenus, puis sur quelle période. C'est pas compliqué, un business case. Moi, je dis toujours à la gang de Phenomena, en une page, tu es supposé de me montrer, on s'en va là-dedans, puis on pense qu'on va réussir à faire telle profitabilité. Et tous les modèles d'affaires qu'on regarde sont basés là-dessus. C'est quoi le business case? Et donc, moi, je les accompagne. Moi, je suis celui qui a l'empêcheur de tourner en rond, en fait, qui leur dit on n'avait pas dit là, il y a trois mois que ça, on ne le faisait pas ou ça, on le faisait, mais de telle autre façon. Et donc, notre rôle au FIC, c'est aussi un peu ça, de les accompagner, sachant qu'on n'est pas en contrôle du conseil d'administration et c'est le conseil qui décide à la fin avec les founders. Et donc, voilà, c'est un exemple là, qui est à date un excellent exemple. On est rendu à la deuxième ronde de financement avec Phenomena. Et donc, on devrait être en mesure là, de clôturer quelque chose d'ici l'automne, malgré là, la situation actuelle. Et voilà, écoutez, ça résume là, qui est le FIC. Vous avez nos coordonnées là. Vous pouvez nous rejoindre en tout temps, soit moi, soit Virginie. Et ça nous fera plaisir de répondre à toutes vos questions. Là, on est disponible pour vous. Et voilà, c'est terminé, Noah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions avant la fin du broadcast? Vous pouvez dire répondre oui ou non ou poser vos questions. Attends une minute. Bon, sur ce, on va terminer le podcast. Merci d'être resté un peu plus longtemps que prévu et on s'excuse encore pour les problèmes techniques qu'on a eu ce matin. Et j'aimerais remercier aussi José et Gilles vraiment d'avoir pris le temps ce matin de faire cette présentation.
Ça fait merci de la plaisir. situation. Je sais que vous êtes super occupés avec tout ce qui se passe en ce moment et prendre le temps, un peu de recul pour supporter les entrepreneurs, c'est fortement apprécié. Donc, sur ce, je vous laisse. Et puis, si vous avez des derniers mots à laisser les entrepreneurs, some words of wisdom to end this presentation. Ben, moi, je pourrais peut-être dire, malgré la période qu'on vit actuellement, il y a un futur, là, hein? On va passer au travers et puis on va réussir à avoir un marché qui va redémarrer, un divertissement peut-être un peu plus tard. Et donc, il ne faut juste pas perdre l'objectif de vue. Puis les conférences comme ce matin sont importantes pour ça. N'oubliez jamais cependant que vous faites un produit, vous avez besoin d'un marché. Et donc, produit, marché, concurrence, puis comment on réussit à le percer, c'est ce qui est important. Donc, pour tout investissement requis de n'importe quel fonds, n'oubliez jamais ça. Parfait. Bon. Ben, moi, je voudrais vous remercier d'avoir été là et s'il y a quoi que ce soit qu'on peut vous aider, ben, nous, tu pourras donner nos coordonnées. Ça va faire plaisir de vous parler, même si c'est juste des questions. Pour le moment, dans les circonstances, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui bougent, mais on est là pour vous accompagner. Alors, ben, au plaisir de vous rencontrer, de vous parler. Merci Gilles, merci José. Merci. Bonne Bonne journée. Merci.